Bonsoir et bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, en conférence de presse jeudi, le groupe parlementaire PASTEF, conduit par son président Ayib Daffé et le vice-président Amadou Ba, est revenu sur les motivations de la proposition d'interprétation de la loi d'amnistie, à suivre les explications d'Amadou Ba, l'initiateur du projet de loi, en début d'édition. Et puis, le Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse du Sénégal tire la sonnette d'alarme face à une offensive sans précédent contre la liberté de la presse. Si l'on en croit les patrons de presse, à moins de 48 heures, plusieurs décisions ont été prises unilatéralement par les autorités, menaçant l'existence même des entreprises de presse. Face à cette situation critique, le CEDEPS prévoit une série d'actions concrètes pour défendre la liberté de la presse. Vous entendrez les explications de Mamadou Ibra Kane dans ce journal. Et puis, le monde célèbre ce 20 mars la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire sous le thème « Une bouche heureuse, un corps heureux ». Cet événement annuel vise à sensibiliser le public à l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire et à ses impacts sur la santé globale. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs de Global Télévision. Il est 20h02. Je vous l'annonçais en titre. En conférence de presse ce jeudi, le groupe parlementaire PASTEF, conduit par son président Ayib Daffé et le vice-président Amadou Ba, est revenu sur les motivations de la proposition d'interprétation de la loi d'amnistie, un sujet qui fait débat depuis qu'il a été soulevé, alors que l'opposition dénonce les motifs d'une interprétation inopportune et dangereuse. Le parti au pouvoir évoque la pertinence de revoir cette loi et de la conformer au droit international pour mieux rendre justice. Le député Amadou Ba, dans ses propos, s'explique au micro de Ndella Ndiaye. Lorsque la loi d'amnistie a été présentée en 2024, les députés de Yewwi Askan Wi et notamment ceux de PASTEF avaient posé à Madame la ministre Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui présentait la loi au niveau de l'Assemblée nationale, qui défendait cette loi au niveau, le projet de loi d'amnistie au niveau de l'Assemblée. Est-ce que les crimes de sang, est-ce que les crimes de torture, les infractions de torture, de traitement inhumain et dégradant étaient couverts par l'amnistie? Elle a bien précisé en commission des lois, et le rapport de la dite commission est là pour le prouver, qu'aucun acte de torture ne pouvait être couvert par la loi d'amnistie. Les députés PASTEF ont pris acte de cette déclaration, ont décidé de ne pas voter contre, de s'abstenir en commission, attendant la plénière. Lors des plénières, le texte qui a été présenté a été écrit, libellé de sorte à couvrir toutes les infractions de toutes les catégories et quelle que soit leur nature. Toutes les infractions criminelles, que ce soit les assassinats, les tortures et les actes de barbarie, dans l'écriture, la rédaction de la loi semblait être couverte par l'amnistie, constituant un reniement de la ministre qui, devant l'hémicycle, a déclaré, vous le savez tous très bien, toutes les infractions criminelles de toute nature sont couvertes par la loi d'amnistie. Le groupe parlementaire de PASTEF a décidé de clarifier le champ d'application de l'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, pour y déceler, pour y affirmer, pour renseigner sur les cas d'exclusion, les infractions qui ne sont pas couvertes par l'amnistie, pour qu'on puisse rechercher les auteurs, pour qu'on puisse les sanctionner, pour qu'on puisse... Autre chose, une des failles de cette loi d'amnistie, c'est de ne pas avoir prévu l'indemnisation des victimes. Ce qui est une hérésie. Toute loi d'amnistie
Et ça, c'est la jurisprudence de la CEDEAO qui le dit, qui ne prévoit pas l'indemnisation des victimes est présumée nulle. Et puis, parlons de la réfection du stade Léopold Sédar Senghor dans le cadre des travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor. Les occupants des alentours ont été déguerpis. Les mécaniciens, très en colère, ont tenu un point de presse pour fustiger l'attitude des nouvelles autorités tout en exigeant des sites de recasement. Les détails avec Mansour Diassé. Logés aux abords du stade Léopold Sédar Senghor, les mécaniciens ont été déguerpis suite aux réhabilitations du stade qui doit respecter les normes internationales pour son homologation. Ces derniers qui étaient sur les lieux montrent leur mécontentement. Ici, à stade Léopold Sédar Senghor, pour parler des déguerpissements. Nous avons constaté que 3 de nos sites ont été sommés sans délai, ce que nous déplorons jusqu'à la dernière énergie. Nous sommes unis et nous allons mener ce combat avec force et détermination. Nous ne voulons plus entendre de déguerpissement parce que ça suffit. Selon Gorgui Diouf, les mécaniciens ont un rôle de formateur et méritent plus de respect de la part de l'État. Nous sommes des formateurs, beaucoup de jeunes travaillent ici. Donc l'État doit respecter, doit nous aider, puisque nous employons beaucoup de jeunes ici, nous les permettons d'avoir du travail. Nous méritons beaucoup de respect de la part de ces autorités. D'après Mam Semou Diouf, coordinateur de la plateforme Unité des artisans de l'automobile, ils exigent des sites de recasement, mais avec un accompagnement de la part du gouvernement. Les artisans de l'automobile sont fatigués. Nous sommes fatigués de ces déguerpissements-là. Nous attendons la solution de ce gouvernement, ce nouveau gouvernement. Les artisans n'ont pas refusé d'aller à la Zampa. C'est l'État qui était là, avec le promoteur qui était en train de construire cette Zampa, qui n'ont pas respecté leur protocole d'accord. Les artisans sont prêts à rallier ce site, mais quand même avec des accompagnements. Ces techniciens de l'automobile demandent au gouvernement un site de recasement le plus tôt possible car c'est des chefs de famille qui gagnent leur vie dans ces ateliers, surtout dans ce contexte de Ramadan, et ils n'ont pas de solution de rechange. Nombreuses coupures de signal de télévision et une série de décisions unilatérales prises par le ministère de tutelle à l'encontre des médias. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal sonne l'alerte et décide de passer à la vitesse supérieure. Le CDEPS, dans un communiqué publié ce mercredi 19 mars 2025, annonce une manifestation le 3 mai prochain pour contester et manifester son désaccord face aux décisions du ministre de la Communication. Mamadou Ibra Kane, le président du CEDEPS, s'est joint au téléphone par Abdoulaye Dieye. Nous avons sorti donc hier un communiqué par rapport aux nouvelles atteintes encore de la liberté de la presse par le nouveau régime. L'une des dernières atteintes de la liberté de la presse, c'est la coupure de signal de la part de TDS SA au motif que certaines télévisions n'ont pas payé les frais de diffusion. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit commercial entre un fournisseur de services et un client que dans le domaine des médias télévisuels surtout, que le fournisseur d'accès, le fournisseur de services doit couper le signal de ces télévisions-là. Au Sénégal, il y a une législation bien précise qui fait de l'organe de régulation, le CNRA, le seul organe habilité à octroyer des chaînes sur la TNT, à suspendre éventuellement ces chaînes ou bien à couper leur signal. En aucun cas, nulle part dans la législation sénégalaise, un organe administratif ne peut, ou politique, ne peut couper le signal d'une télévision. La deuxième atteinte par rapport à la liberté de la presse, qui est extrêmement grave, que le Sénégal n'a jamais connu dans toute l'histoire depuis l'indépendance. Aujourd'hui, avec le régime de la troisième alternance, le ministre de la Communication se donne le droit de dire qui peut être média au Sénégal, qui peut être entreprise de presse au Sénégal. C'est vraiment une violation flagrante de la Constitution du Sénégal, c'est une violation flagrante du Code de la presse.
Mais le ministre de la Communication ne s'est pas contenté de cela. Il a en même temps criminalisé l'activité de presse, en ce sens que le ministre de la Communication a envoyé des notifications à des organes qu'il n'aurait pas reconnus, entre guillemets, et que ces organes-là n'ont plus le droit de parution. Ça, véritablement, c'est le summum des atteintes à la liberté de la presse au Sénégal. Du point de vue des manifestations symboliques que nous allons certainement organiser le 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la presse. Et puis le Centre de formation judiciaire a dévoilé officiellement ce mercredi son plan de développement PST 2025-2029. Ce plan, adossé à la vision 2025-2035, répond aux exigences de conformité de la loi d'orientation numéro 2022-8 19 avril 2022 qui impose aux entités du secteur parapublic de se doter d'un plan stratégique évalué périodiquement. Selon M. Souleymane Teliko, le directeur général le PST a un double objectif, c'est-à-dire optimiser l'efficacité organisationnelle de notre institution, intégrant des principes modernes et promouvant une culture d'excellence et d'amélioration continue. Il est au micro de Mansour Diassé. Dafa am benn loi bu porté sur le secteur public parapublic boo xam ne dafa imposer à toutes les entités parapubliques ñu am. Il y a une loi qui porte sur le secteur parapublic qui impose à toutes les entités parapubliques d'avoir un plan stratégique de développement. Donc, nous voulons être conformes avec cette loi, raison pour laquelle nous avons élaboré ce plan. Une autre chose, nous voulons avoir des performances dans la durée et cela ne peut se reposer que sur une vision claire avec des orientations claires et définies qui peuvent servir aux autres qui vont nous remplacer. Et cette vision n'est que de faire le centre de formation judiciaire leader en matière de formation dans ce domaine à l'échelle nationale et internationale. Les orientations reposent sur 4 axes. Premier axe, il y a ce qu'on appelle la formation initiale pour les nouveaux dans l'établissement qui sont des élèves qui nous viennent des universités et qu'on doit former. Le deuxième axe, c'est la formation continue qui concerne les agents qui sont déjà sur le terrain mais qui ont besoin d'être renforcés en termes de compétences. Le troisième, c'est la revalorisation et l'encouragement des recherches et le dernier concerne la gouvernance institutionnelle qui concerne le fonctionnement du centre. Mooy ñun suñu bopp centre de formation nu muy fonctionner ñu fexe ba am benn capacité ba nga xam ni dañu mën a def suñu liggéey nu mu waree. Et puis ce 20 mars 2025 marque la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Je vous l'annonçais également en titre, la Fédération dentaire internationale l'a dit. Près de 3,5 milliards de personnes dans le monde auront une mauvaise santé bucco-dentaire. Suivons les détails avec Abdoulaye Dieye. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée ce 20 mars 2025 dans le monde entier et est destinée à sensibiliser le public de l'importance de la santé bucco-dentaire pour le bien-être général. Selon la Fédération dentaire internationale FDI, près de 3,5 milliards de personnes dans le monde présentent une mauvaise santé bucco-dentaire, ce qui entraîne de lourdes conséquences. Une bouche en mauvaise santé peut avoir des causes telles que des douleurs et des souffrances considérables et influencer la façon de manger, de parler et de sentir, étant un pilier à part entière de notre santé générale. Les dents, les gencives et la cavité buccale jouent un rôle fondamental dans des fonctions essentielles telles que l'alimentation, la parole et la digestion. Les maladies bucco-dentaires comme les caries, les infections, les gencives, maladies parodontales ou encore les abcès dentaires peuvent entraîner des complications graves si elles ne sont pas traitées. Les maladies cardiovasculaires sont le premier exemple concret puisque les infections bucco-dentaires chroniques, notamment les parodontites, sont associés à un risque accru de maladies cardiaques et d'AVC en raison de l'inflammation qu'elle engendre. En outre, une mauvaise santé bucco-dentaire peut déstabiliser un diabète en augmentant la difficulté à contrôler le taux de sucre dans le sang, sachant qu'un diabète mal géré peut à l'inverse favoriser les maladies des gencives. Une infection bucco-dentaire non soignée peut par ailleurs se propager à d'autres parties du corps, provoquant des complications graves telles qu'une endocardite ou des infections du cerveau ou des poumons.
Restons dans le même sillage. Selon le docteur Ousmane Dieng, dentiste, cette célébration est une opportunité pour appeler à l'action pour la santé bucco-dentaire car elle est un pilier de la santé globale. Il est au téléphone avec Mansour Diassé. Par rapport à l'importance de cette journée internationale de la santé bucco-dentaire, il est quand même important de noter que la santé bucco-dentaire est un pilier de la santé globale parce qu'aujourd'hui, les pathologies comme les caries, les parodontopathies ou les cancers de la bouche ont des répercussions systémiques, c'est-à-dire sur des maladies telles que le diabète, sur les maladies cardiovasculaires, etc. Cette journée est une journée d'appel à l'action individuelle d'abord parce que chacun doit prendre soin de sa bouche, donc, mais aussi collective, donc par l'éducation, par la prévention. Et le thème de cette année aussi, une bouche heureuse pour un corps heureux, le montre à suffisance parce qu'aujourd'hui, les gens qui jouissent d'une bonne santé bucco-dentaire sont socialement beaucoup plus intégrés. Donc c'est très important d'avoir une santé bucco-dentaire. Maintenant, concernant une meilleure prise en charge de notre santé bucco-dentaire, il y a des approches. Il y a d'abord l'approche individuelle, puis l'approche collective. L'approche individuelle, donc ça dépend de la personne, donc qui doit savoir comment prendre soin de sa bouche, de ses dents, en maîtrisant d'abord les techniques de brossage. Ça c'est le premier élément, parce qu'aujourd'hui, si on ne se brosse pas les dents, c'est-à-dire qu'on les expose à des caries qui peuvent avoir des complications, non seulement à la bouche, mais aussi au cœur et aux autres organes. Maintenant, en dehors de ces techniques de brossage, il est important aussi d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, surtout d'éviter de manger les aliments trop sucrés. En plus de cela aussi, éviter de grignoter entre les repas, parce que aussi de grignoter entre les repas, donc ça annihile un peu l'effet du dentifrice. Parlons de l'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, une loi pour surveiller le fonctionnement des organisations de la société civile adoptée. Les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions de voyage contre les ressortissants de 22 pays africains. Suivons l'essentiel de l'actualité internationale avec Aïssa Touba. Pour l'actualité hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté mercredi 19 mars une nouvelle loi pour mieux surveiller le fonctionnement des organisations de la société civile. Cette loi permet notamment de contrôler leur création et leur fonctionnement pour lutter, entre autres, contre le blanchiment de capitaux. Mais cette loi, qui doit désormais être adoptée par le Sénat pour entrer en vigueur, est largement décriée car jugée liberticide. Ensuite, en dehors de l'Afrique, selon le quotidien américain The New York Times, l'administration Trump entend mettre en place des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays. Parmi eux, 22 se trouvent en Afrique. La liste des pays soumis à la restriction de voyage aux États-Unis comprendrait 3 catégories de pays classés par couleur rouge, orange et jaune. Sur la première, la plus stricte, les ressortissants des pays qui figurent seraient soumis à une interdiction totale d'entrée sur le territoire américain. On retrouverait entre autres la Libye, le Soudan, alors que sur la deuxième apparaîtraient l'Érythrée, la Sierra Leone et le Soudan, 3 pays dont la plupart des habitants ne pourraient pas obtenir la délivrance d'un visa, mais avec des exceptions. Sur la dernière, la moins contraignante, 16 des 22 pays inscrits seraient africains. Il y aurait là le Burkina Faso, la République du Congo, la RDC, le Bénin, le Tchad ou encore le Mali. Contrairement aux pays figurant dans les catégories rouges et oranges, eux se verraient offrir un délai de 60 jours pour rectifier ce que Washington considère comme des carences sécuritaires. À ce stade, enfin, aucune information n'a été donnée en ce qui concerne le sort des personnes ayant déjà obtenu un visa. Mais ces différentes catégories ne sont pas encore définitives et qu'elles doivent encore être retravaillées avant d'être validées par la Maison Blanche. Terminons en Moyen-Orient. L'armée israélienne a interdit ce jeudi la circulation sur le principal axe nord-sud de la bande de Gaza, déclarant que seul le passage vers le sud serait autorisé. Un axe pourtant emprunté par des familles palestiniennes cherchant à fuir les bombardements israéliens concentrés sur le sud de l'enclave. Les raids de l'État hébreu sur cette zone ont fait au moins 37 personnes. Selon le ministère de la Santé du Hamas,
Par ailleurs, l'armée israélienne a indiqué avoir intercepté un missile en provenance du Yémen. Merci beaucoup Aïssa Toba pour cette belle synthèse de l'actualité internationale. D'ailleurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bon Ramadan.